Un grand merci à toi, un grand merci à vous. On m'a chargé de vous achever. J'ai essayé de le faire délicatement et le moins douloureusement possible, c'est-à-dire le plus rapidement possible. Je rappelle qu'en effet, juste pour faire la transition avec ce que tu viens de dire gentiment sur mon livre, quand le pape Benoît XVI est venu à Paris, c'est ici qu'il a prononcé un célèbre discours, et mon ami Ravasi était son ministre de la Culture et restait d'ailleurs le ministre de la Culture de François. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler. C'est dommage d'ailleurs parce que ces questions de théologie sont passionnantes, mais plutôt quelques réflexions évidemment sur ce que j'ai entendu tout à l'heure et sur l'usine, sur le monde industriel et sur la désindustrialisation de la France, qui me paraît être en effet le problème numéro un du pays aujourd'hui. Alors, le sondage, l'enquête d'opinion qu'on a vu est très très intéressant, mais il aurait beaucoup plus de sens, si je peux me permettre, c'est pas une critique, hein, c'est juste une remarque, une observation, il aurait beaucoup plus de sens s'il était historique, évidemment, si on comparait au même type de questions dans les années 70. Le pari que je fais, mais je ne peux pas le prouver, j'ai pas le sondage sous les yeux, mais enfin je m'en souviens pour avoir vécu cette période, c'est que l'image de l'usine était 1000 fois plus déplorable et plus mauvaise dans les années 70 qu'aujourd'hui. Et je voudrais juste vous dire les raisons pour lesquelles je fais cette hypothèse très rapidement avant de rentrer dans le fond de l'affaire. Dans les années 70, il faut quand même se souvenir que l'usine, c'est le diable. C'est le diable pour deux raisons qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Je vous rappelle que dans l'après-guerre, le Parti communiste français est monté jusqu'à 28% aux législatives et qu'en mai 68, il est encore à 25%. Aujourd'hui, il doit être à 2%. Et donc, évidemment, de ce point de vue-là, et sans compter le fait qu'autour du Parti communiste, il y a, notamment en 68, il y a d'autres mouvements, il y a le maoïsme, le trotskisme, etc. Et donc, l'usine, elle est vue quand même essentiellement, notamment dans le monde intellectuel, comme le lieu de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est comme ça qu'on parle. Et c'est un monde donc, qui est perçu comme évidemment détestable. Et puis, je rappelle l'étymologie, puisque personne ne l'a fait. C'est mon côté amicuistre, bonjour. Officina, c'est l'origine, hein, le mot latin, donc officina, donc qui par déformation linguistique a fini par donner usine. C'est évidemment le lieu dans lequel on usine en français familier. C'est pas vraiment de l'argot, c'est du français familier. Usiner, ça veut dire travailler beaucoup, tout simplement. Alors c'est un lieu qui est perçu comme un lieu de travail, tripalium, un instrument de torture. Donc un lieu qui est sale, qui est dur, qui est essentiellement masculin. Alors évidemment, il y a des secteurs d'usines, même exclusivement féminins. On dit qu'il y avait plus d'ouvrières dans les années 1900 qu'aujourd'hui, et c'est probablement vrai. Mais dans l'industrie lourde, dans l'automobile, dans le BTP, moi j'avais beaucoup discuté de cette question avec le président Baffy, à l'époque où il était président de la Fédération du bâtiment. C'était quand même très très peu féminisé. D'ailleurs, à la tribune aujourd'hui, je vais être celui qui se dévoue pour le dire. Il y a toujours un féministe, oui c'est ça, pour rendre service à l'organisateur. Il y avait relativement peu de femmes, sauf dans les ascenseurs, mais pas à la tribune. Voilà. Bon, donc, je l'ai dit, pardon Philippe, tu sais, c'est pas méchant. Donc c'était un lieu sale, dur, prolétarien, masculin, et un lieu donc de torture. Je pense qu'aujourd'hui, en vérité, d'ailleurs on le voit dans le sondage, le pessimisme ne porte pas sur le monde industriel en tant que tel. C'est l'inverse. Il porte sur notre capacité à réindustrialiser la France dans le contexte de la mondialisation, de la concurrence avec les BRICS, avec la Chine, etc. Donc au contraire, depuis le film d'Oliver Stone, Wall Street, qui a marqué un tournant dans l'opinion publique, hein, les gens ont compris quelque chose que d'ailleurs, à mon avis, très simpliste, qui est caricatural, mais peu importe, c'est qu'il y a deux capitalismes. Il y a un capitalisme industriel qui est bon, et puis il y a le monde de la finance qui, comme chacun sait, depuis la campagne de 2012, est l'ennemi. Et donc on a l'économie casino d'un côté, la vraie économie de l'autre. Et je pense que si on présente les choses comme ça, les Français sont tout à fait favorables au monde industriel, à la réindustrialisation. Et donc là, on sort complètement de cette image du monde industriel comme lieu de l'exploitation de l'homme par l'homme et du tripalium. Au contraire, quand même, on a fini par comprendre que c'est pas l'État qui créait des emplois et que c'est le monde industriel qui allait créer de la croissance de l'emploi et du bien-être. Donc on a là une autre image du monde industriel. Et donc, encore une fois, le pessimisme porte plutôt sur notre capacité à réindustrialiser la France que sur l'industrie ou l'usine en elle-même. Et puis, il faut rappeler aussi une chose, c'est qu'en mai 68,
autour donc, des années 70 jusqu'aux années 80, on est encore dans l'idéologie de la fin du travail. Il y a quantité d'ouvrages qui paraissent sur la fin du travail. Et c'est d'ailleurs, les 35 heures seront un héritage de cette idéologie de la fin du travail. Le travail, c'est l'ennemi. Mon frère écrit un livre qui aura beaucoup de succès sur l'allocation universelle. On est dans cet esprit-là de la civilisation du loisir et on pense que l'idéal, c'est d'en finir avec le travail, que le travail, c'est l'ennemi. Vous avez entendu parler de l'enquête PISA récemment. L'idée que j'ai, c'est pas que notre école va mal, c'est pas de la bonne lecture de l'enquête PISA. La bonne lecture de l'enquête PISA, c'est que nous travaillons, et surtout nos enfants, considérablement moins qu'avant. Considérablement moins qu'avant. Je vous donne juste un petit exemple, mais c'est un symbole, évidemment, je ne suis pas fou. Tous mes professeurs à la Sorbonne avaient fait leur thèse complémentaire en latin. Ça ne demande aucune intelligence. La preuve, c'est que tous les Romains y arrivaient, même les imbéciles. Mais pour un petit Français, ça demande énormément de travail. Et cette quantité de travail, elle s'est effondrée littéralement. J'avais, juste pour compléter l'anecdote de manière plaisante, lorsque j'étais ministre, j'avais un conseiller jeunesse, puisque j'étais aussi ministre de la jeunesse, et qui était jeune, évidemment. Et puis un jour, je le vois tout palichon, fatigué. On rentrait de l'Assemblée à 3h du matin. La loi sur les assistants d'éducation était un peu compliquée. Bon, je le vois fatigué, je le prends avec moi par la peau du cou, je lui offre un petit whisky dans mon bureau pour essayer de lui remonter le moral et je lui dis qu'est-ce qui ne va pas. Et il me dit moitié rigolard, mais moitié seulement. Il me dit monsieur le ministre, j'avais demandé un emploi, pas un travail. Je trouve que c'est admirable. Ça m'est resté gravé dans l'esprit parce que j'ai trouvé que pour symboliser la génération Y, non, j'adore les jeunes évidemment, j'ai aussi des enfants, je les aime comme vous tous, mais bon, ce déclin du travail est la caractéristique majeure des générations qui se succèdent depuis les années 50. On travaille infiniment plus, et même à l'école. De toute façon, dans l'école primaire de mon enfance, on avait 30 heures de cours, il y en a 23 aujourd'hui. Bon. Donc on est dans un déclin du travail qui est évidemment quelque chose qui aujourd'hui ne fait plus recette parce qu'on a vu, pas seulement dans le monde de l'entreprise, mais je dirais que c'est surtout à l'hôpital que ça s'est vu, paradoxalement, c'est les dégâts causés par les 35 heures. Donc on sort en ce moment de cette idée que ne pas travailler est l'idéal dans l'existence. Et puis la troisième raison pour laquelle on revalorise quand même le monde industriel, donc Wall Street, le film d'Oliver Stone, le fait que le thème de la fin du travail ne fait plus recette. Et puis comme on l'a dit tout au long de ces tables rondes, eh bien les usines d'aujourd'hui ne sont pas celles d'antan. Elles sont plus belles, plus propres, plus intelligentes. Ça, pour ce qui est de l'intelligence, ça, à coup sûr, c'est vrai. Moi, je suis absolument fasciné par l'intelligence cristallisée dans les machines-outils. J'ai visité l'autre jour l'usine Audemars-Piguet, mais c'est hallucinant, c'est inimaginable ce qu'il peut y avoir comme intelligence. Mais même, ce qui me fascine le plus, c'est pas les montres, c'est les machines. Les types qui ont inventé ces machines, mais ils sont bien plus intelligents que ceux qui ont inventé les montres. Et elles sont beaucoup plus fascinantes à mes yeux. Et c'est vrai qu'on rentre là-dedans avec des combinaisons de cosmonautes parce que le moindre grain de poussière risque de provoquer des catastrophes dans la chaîne de fabrication. Et donc, on est absolument époustouflé par ce qu'on voit. Ça ne ressemble pas à l'atelier où mon père faisait fabriquer ses voitures de course, où quand on usinait une culasse qui sortait brute de décoffrage, c'était en effet sale, bruyant, fatigant, etc. On est dans d'autres usines. Alors, ce sur quoi je voudrais intervenir, mais je ne voudrais pas vous accabler, mais je pense que, voilà, le sujet numéro 1, je le disais, si j'étais aujourd'hui, rassurez-vous, ça n'arrivera pas, ministre de l'économie et des finances, ce serait pour moi le premier sujet, c'est la question de l'innovation. Je pense que c'est le sujet numéro 1 et je pense que les chefs d'entreprise ne réfléchissent pas suffisamment à ce qu'on pourrait appeler les freins à l'innovation, qui sont beaucoup, beaucoup plus complexes et beaucoup, beaucoup plus profonds qu'on ne l'imagine. Généralement, quand j'entends mon ami Pierre Gattaz, pour qui j'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'admiration, et je connaissais très bien son papa, évidemment, car on avait beaucoup travaillé ensemble sur l'agence jeunesse et entreprise que Yvon Gattaz avait créée, qui était un truc formidable, et on avait beaucoup travaillé ensemble quand j'étais au ministère. Eh bien, je vois que mes amis du MEDEF ou mes amis de la CGPME, comme mon ami Roubaud, au fond, ce qu'ils voient d'abord et avant tout, alors je ne dis pas qu'ils ont tort, mais ce n'est pas du tout suffisant, c'est les freins à l'innovation que met l'État.
Donc, Pierre les a évoqués tout à l'heure. Les freins à l'innovation que met l'État, constamment, le MEDEF, la CGPME se battent contre telle ou telle législation. On augmente le code du travail de 150 pages. On n'a pas compris que si les entreprises veulent embaucher, il faut qu'il y ait plus de flexibilité dans le travail, etc. Ben, tout ce qu'on connaît, le discours. On n'a pas compris la politique de l'offre. On fait toujours une politique de la demande, etc. Bon, tout ça, vous le connaissez par cœur. Je ne m'appesantis pas. Et puis évidemment, les freins à l'innovation, les freins économiques, le fait que les entreprises françaises aient des marges de manœuvre bénéficiaires beaucoup plus faibles que celles des entreprises allemandes, tout ça est vrai. Mais je trouve que nos chefs d'entreprise ne voient quasiment que ça, alors qu'il y a 1000 choses plus profondes que ça encore, comme frein à l'innovation, dont je voudrais vous dire quelques mots. J'en vois 3. Je laisse de côté les freins économiques. Mon ami Nicolas Bouzou a analysé ça magnifiquement dans un livre qu'on a évoqué par prétérition à plusieurs reprises, d'ailleurs dans les 2 tables rondes. Le livre porte le titre suivant, c'est un proverbe chinois, c'était à mon avis en termes de commerce pas très bon comme titre, mais l'idée est excellente. On voit l'arbre tomber, mais on n'entend pas la forêt pousser. 2 fois ou 3 fois, ça a été évoqué. Et c'est vrai que, je vais y revenir, Nicolas Bouzou, que je considère comme un de nos très grands économistes dans sa génération à coup sûr, dit des choses très intéressantes sur les freins à l'innovation, et notamment sur les freins économiques. Par exemple, là aussi, ça a été évoqué dans la table ronde tout à l'heure. Lorsque on innove, lorsqu'on a des grandes mutations technologiques multi-usages à spectre large, eh bien, dans un premier temps, ça crée paradoxalement du chômage et de la décroissance. Quand Gutenberg invente l'imprimerie, avant que ça devienne Amazon, eh bien, un ouvrier imprimeur, il met au chômage 200 copistes. Le téléchargement, légal ou illégal, ça a fait disparaître les disquaires de Paris. Il y avait plein de disquaires quand j'étais gamin, il n'y en a plus aujourd'hui. Si j'étais libraire, il y a 3000 librairies en France, honnêtement, je ne serais vraiment pas à l'aise. Voilà. Alors je sais que les libraires se défoncent pour essayer de trouver des solutions pour contrecarrer la concurrence d'Amazon et aussi des liseuses, parce qu'il y a une double concurrence à la fois, mais ce n'est pas gagné. Franchement, c'est un métier qui est en très grand danger aujourd'hui. Donc quand on crée des innovations, dans un premier temps, elles créent du chômage, et d'ailleurs de la décroissance. Quand on va équiper les entreprises américaines dans les années 90 avec des ordinateurs qui ne sont pas performants du tout, ça coûte cher, ça prend du temps et ça ne sert à rien. Bon, avant que ça rende quelque chose, ça consomme. Et donc, dans un premier temps, surtout comme c'est le cas en France, si on a des marges de manœuvre bénéficiaires très faibles, pour innover, il faut quasiment être fou. Enfin, en tout cas, il faut avoir beaucoup de courage. Ça, c'est les freins économiques. Et puis, il y a aussi le fait que l'épargne ne va pas au bon endroit. Enfin, tout ça mérite réflexion, bien sûr. Mais je voudrais évoquer 3 freins à l'innovation et à l'investissement dans l'innovation qui me paraissent expliquer largement la désindustrialisation de la France et contre quoi il faudrait lutter. Et je pense que c'est dans le monde des chefs d'entreprise qu'il faudrait en prendre conscience. Alors il y en a un qui est clair. Je vais le zapper rapidement parce que c'est une tarte à la crème, c'est assez connu, même si c'est vrai. C'est la fameuse inscription du principe de précaution dans la Constitution qui a quand même été un symbole absolument calamiteux. D'ailleurs, j'ai vu qu'avec plaisir que Attali, Orsena, dans la commission Attali, avait proposé qu'on le supprime, ce fichu principe de précaution de la Constitution. Mais je vous dis tout de suite, personne ne le fera. On n'y arrivera pas. Il restera toute la vie. Mais ça a envoyé un symbole qui est très fâcheux parce que ça a envoyé un symbole de prise de risque zéro. Et au fond, dans le contexte d'une société où nous avons peur de tout, c'est-à-dire nous avons peur du sexe, de l'alcool, du tabac, de la vitesse, des côtes de bœuf, des volailles, des nanotechnologies, du réchauffement climatique, de Claude Allègre, de 1000 choses abominables encore. Et c'est vrai qu'inscrire dans ce contexte-là le principe de précaution dans la Constitution, c'était envoyer comme message, continuer à avoir une prolifération des peurs qu'on a vécues dans la vieille Europe. Comme j'aurais pu allonger la liste considérablement. C'est pas simplement les OGM, enfin il y a 1000 choses. C'est pas simplement une prolifération des peurs, mais c'est aussi une déculpabilisation de la peur. C'est beaucoup plus profond. Déculpabilisation de la peur. Je vais dire les choses très simplement, puis je ne veux pas parler trop longtemps, mais quand j'étais gamin, à la maison comme à l'école, le message qu'on nous envoyait, que ce soit d'ailleurs les parents, donc ce fût les instits, on nous disait en gros, un grand garçon, ça n'a pas peur, une grande fille, ça n'a pas peur. Grandir, devenir une grande personne, pour parler comme Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, c'est être capable de quitter ses parents, d'aller vers le grand large, de ne plus avoir peur du noir, ou peut-être même de se porter au secours d'une personne faible agressée dans un train ou dans un métro. C'était l'idée, je ne dis pas qu'on était forcément au niveau, mais c'était l'idée qu'on faisait passer. Aujourd'hui, sous l'effet de l'écologie politique, eh bien, la peur qui était
représentée dans mon enfance encore comme une passion confuse, honteuse et infantile. Tout le message de la philosophie, c'était vaincre les peurs. Le sage, c'est celui qui avait vaincu les peurs, d'abord et avant tout. Eh bien, là, on va faire le contraire. On a un renversement de situation qui est assez frappant. La peur est devenue le premier pas de la sagesse défini au sens de ce fichu principe de précaution. C'est la peur qui doit nous faire prendre conscience des menaces qui pèsent sur le monde, d'où les films éco-catastrophiques qu'on nous inflige à longueur d'écran, les Al Gore, les Hulot, les Yann Arthus Bertrand, etc., parce qu'ils ont l'idée que si on nous fout les jetons, eh ben, on va devenir sage. Je pense exactement le contraire. Ça, c'est le premier point. Je ne le développe pas parce que, bon, c'est bien connu. Le deuxième point, frein à l'innovation, beaucoup plus important, et c'est ça l'essentiel de ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Pardon, je vais revenir aux fondamentaux. Ce n'est pas pour vous apprendre quelque chose, c'est juste pour qu'on se comprenne bien. Je reviens au cours d'économie de première année, et encore, même plutôt de terminale. On m'a toujours appris, pour le peu que j'ai fait de l'économie, qu'il y avait 2 facteurs de croissance dans le monde capitalisme. Il y a la croissance keynésienne, la gauche en général adore ça. La croissance keynésienne, en gros, c'est quand on parvient à augmenter le nombre de clients et, si possible, l'épaisseur de leur portefeuille. C'est la relance par la consommation. La gauche adore ça parce que c'est très anti-tragique. Je me souviens d'un débat avec mon camarade Mélenchon, qui défend évidemment, Guénaud dit la même chose, entre parenthèses, hein, ce qui est plus inquiétant, c'est l'idée qu'il faut, oui, parce qu'il était à l'Élysée quand même, mais l'autre part, bon, c'était un avantage, mais l'idée c'est que, pourquoi j'appelle ça anti-tragique ? Parce que c'est l'idée qu'on gagne sur tous les tableaux, hein. Vous augmentez les salaires, le SMIC à 2 000 € net, ou même 2 500 € net, pourquoi pas. Et puis évidemment, ça crée de la croissance, parce que comme les gens ont beaucoup d'argent, ils dépensent, et puis alors du coup, ça crée de l'emploi, et donc vous gagnez sur tous les tableaux. C'est-à-dire, on se demande pourquoi on ne le fait pas. Il faut vraiment être salaud pour ne pas faire ça, parce que, après tout... Et alors, ce que je disais à Mélenchon dans le débat, ça lui faisait ouvrir des yeux ronds. Je lui dis, mais attends, mais pourquoi tu t'arrêtes en si bon chemin ? Pourquoi 2 500 €? Si c'est comme ça que ça marche, l'économie, mais va jusqu'à 15 000 ou 100 000 pendant que tu y es. Donc, et voyez bien que grâce au raisonnement par l'absurde, non, mais c'est très important, les raisonnements. Vous réussissez à faire comprendre au type qu'il y a quand même, un pépin, un grain de sable dans la chaussure, qu'il y a un moment où l'argumentation devient absurde. Alors, je ne vais pas développer pourquoi ça vous apparaît comme à moi, mais du coup, on a la croissance schumpeterienne qui prend le relais. Et donc, l'idée que c'est l'innovation qui crée la croissance. Alors, il y a une innovation que j'aime pas trop, c'est quand Apple s'amuse à changer la connectique et qu'on est obligé de racheter des chargeurs. Ça, c'est pas vraiment schumpeterien, c'est du racket, c'est un peu différent. Bon, mais donc Schumpeter parlait, ça a été évoqué tout à l'heure aussi à la tribune, il parlait de destruction créatrice. Bon, moi, je préfère parler d'innovation destructrice. Et ça vous mène vers les freins à l'innovation. Parce que l'autre jour, j'ai fait tomber mon iPhone 4S dans l'évier, ça n'a pas créé le 5, curieusement. Mais en revanche, quand ils inventent le 5, ça rend le 4 obsolète. Vous voyez, donc c'est plutôt innovation destructrice. Et quand vous appelez ça innovation destructrice plutôt que destruction créatrice, vous voyez tout de suite le côté pessimiste du sujet. Et je ne vous le dis pas du tout pour être pessimiste, je le dis pour réfléchir encore une fois aux freins qu'il faut lever. Mais pour lever les freins, il faut connaître l'adversaire, si je puis dire, sinon ça ne sert à rien. Alors, je ne suis pas du tout pessimiste, je vous donne tout de suite, pour éviter le malentendu, 2 petites statistiques que j'emprunte à un livre de Daniel Cohen, La prospérité du vice. Peu suspect d'être favorable au capitalisme triomphant. Depuis 1800, l'espérance de vie des Français a été multipliée par 3. Au temps de Victor Hugo, quand il écrit Les Misérables en 1863, on meurt à 30 ans. Donc pratiquement, on a multiplié par 3 l'espérance de vie des Français. En plus, on vit beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on vit beaucoup plus vieux, mais aussi en bien meilleur état. Et le niveau de vie réel des Français a été multiplié par 20 depuis 1800 et par 3 depuis 1950, depuis mon enfance. Donc on voit à quel point ça n'est pas le capitalisme qui nous a plongés dans la misère, c'est lui qui nous en a sortis. Alors après, il y a des problèmes de redistribution, d'équité, ce que vous voudrez. Mais pour distribuer de l'argent, il faut qu'il y en ait déjà. Et donc c'est évident le capitalisme qui nous a sortis de la misère. Donc je ferme la parenthèse, c'est juste pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Ce que je vais dire qui est très anticapitaliste, ce n'est pas parce que je suis anticapitaliste, c'est parce qu'il faut, encore une fois, comprendre l'adversaire si on veut lever les freins à l'innovation et essayer d'aller vers la réindustrialisation du pays. Schumpeter a évidemment raison. C'est le plus grand analyste à mes yeux du capitalisme. C'est bien l'innovation qui crée la consommation. Mais pourquoi ? Parce que l'innovation, elle rend mécaniquement obsolètes tous les objets anciens.
Ça va de soi. Moi, j'ai une petite 4 chevaux Renault, c'est pour m'amuser. Mais je ne pars pas, comme mon père, sur la Nationale 20 vers le Nice ou Cannes l'été avec les 4 enfants à l'arrière de la 4 chevaux. C'est fini, ça. Et parce que, évidemment, ça freine moins bien, c'est pas confortable, ça tient pas la route. Enfin, c'est une voiture épouvantable, en vérité. Et donc, on voit qu'on a, évidemment, la logique schumpeterienne, elle est totalement frappante. Elle s'impose à nous immédiatement. Mais généraliser Schumpeter, généraliser que l'innovation rend obsolète tout ce qui est ancien, pas simplement ma 4 chevaux Renault, pas simplement l'iPhone 4S, mais tout ce qui est ancien. Imaginez qu'on écrive un schumpeterisme généralisé à tout ce qui concerne la vie humaine. Et là, ça devient beaucoup plus inquiétant. Alors, l'idée que j'ai, d'ailleurs je suis en train de faire un livre là-dessus qui m'amuse beaucoup, c'est que Schumpeter a raison, mais pas seulement dans le domaine de l'économie et des objets. Il a raison dans tous les domaines de la vie humaine dans les sociétés capitalistes. Nous avons vécu un XXe siècle de déconstruction des traditions, de rupture avec les traditions, d'innovation permanente, aussi bien dans le domaine de l'art, on a cassé la figuration en peinture, on a cassé la tonalité en musique, on a cassé les règles traditionnelles du théâtre, de la littérature, de la danse avec Pina Bausch ou Béjart, on a cassé les règles traditionnelles du roman avec le nouveau roman où il n'y a plus d'intrigue, plus de personnages. Le débat sur le mariage gay eût été totalement inimaginable par mes grands-parents. Qu'on soit pour ou contre, je m'en fiche. Moi, je suis pour, ça ne me gêne pas. Mais ce n'est pas le sujet. Si j'avais dit à ma grand-mère ou à mon grand-père qu'on aurait un jour un débat public, national, à l'Assemblée, dans le peuple, sur le mariage gay, mais ils seraient tombés de leur chaise. Vous voyez ce que je veux vous dire par là? C'est que l'innovation destructrice, ça ne vaut pas simplement pour les iPhones ou pour les voitures, ça vaut aussi pour l'art, ça vaut aussi pour les mœurs. Jamais on n'a bouleversé les mœurs comme dans les pays capitalistes occidentaux au XXe siècle, pour le meilleur et pour le pire. Du côté, par exemple, de l'émancipation des femmes, à mes yeux, c'est évidemment une formidable nouvelle. Mais voyez bien que la condition féminine en Europe, elle a changé davantage en 50 ans qu'en 500 ans. Je discutais l'autre jour avec une dame qui est amirale dans la marine française et qui peut commander un torpilleur ou un porte-avions. Ça aussi, c'est Schumpeter. Si j'avais dit ça, là aussi, à mes deux grands-pères qui ont fait la guerre de 14, ils seraient tombés de leur chaise, ils auraient hurlé de rire. C'est une femme qui commandait la patrouille de France. Là aussi, totalement inimaginable pour eux. Innovation destructrice dans tous les domaines. J'étais l'autre jour en Suisse pour des raisons, je le précise, parfaitement honorables. Et en plus, c'est vrai, les yeux dans les yeux, hélas d'ailleurs, mais je le regrette. Mais j'étais dans l'Appenzell, qui est un canton germanique un peu archaïque, il est vrai, mais quand même, je demandais au maire de la ville quelle était la date à laquelle les femmes obtenaient le droit de vote. Là aussi, innovation destructrice. Tenez-vous bien, mesdames, dans un pays civilisé comme la Suisse, qui culturellement, politiquement, est un mélange d'Italie, d'Allemagne et de France, bon, bien plus démocratique que la France, on fait des votations pour tout et n'importe quoi, eh bien, les femmes n'obtiennent le droit de vote que le 28 avril 1991. Ça fait quand même rêver. Quand je dis ça à ma grande fille qui est née en 91, elle me regarde comme si je sortais de Jurassic Park ou des Pierres à feu. Ça lui paraît inimaginable que ses parents aient vécu dans un monde au milieu de l'Europe où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Tout ça relève de la logique de l'innovation destructrice. Regardez l'art contemporain, très fascinant. Je regardais l'autre jour, après la FIAC, Bertrand Lavier, qui est un de nos artistes, on appelle ça artiste, enfin, comme vous voudrez, mais entre guillemets, qui est en tout cas un des plus célèbres et des plus reconnus dans le monde. Bertrand Lavier a vendu une Ferrari Dino 308 qui a fait un tonneau. Bon, il l'a posé sur un socle blanc et puis il l'a vendu 250 000 $ quand même. Pour 250 000 $, si vous aimez les voitures, vous saurez ça, vous pouvez acheter environ 6 ou 7 Ferrari Dino, exactement le même modèle, mais en bon état, ce qui est évidemment un inconvénient considérable. Mais vous pouvez rentrer chez vous avec, elle tourne, ça coûte à peu près 30 000 € une Dino d'occasion. C'est pas la plus belle Ferrari, mais quand même. Donc, qu'est-ce que vous préférez, en acheter une cassée très moche ou alors 7 en bon état et rentrer avec? Alors, je crois que c'est
c'est mon camarade François Pinault qui a acheté cette chose, mais tant mieux pour Bertrand Lavier, je suis absolument ravi. Mais voyez bien ce que je veux dire quand j'évoque Schumpeter, là aussi c'est de l'innovation destructrice. En plus ça se voit en l'occurrence, c'est vraiment l'innovation destructrice. Et ce qui est assez marrant, c'est au fond que pour moi, il y a évidemment dans cette affaire absolument aucune beauté, aucun rapport à l'art d'aucune sorte. Ça m'est intégralement... je ne mettrai pas 10 € dans cette bagnole. Mais ce qui me fait marrer, c'est qu'il y ait quelqu'un pour mettre 250 000 $ dedans, qui est un homme extrêmement intelligent par ailleurs. J'en suis absolument ravi pour Bertrand Lavier. Je trouve que c'est une imposture totale, mais c'est quand même un sacré joli coup. Et donc, chapeau, je serais ravi de pouvoir en faire autant. Si jamais je pouvais casser ma Jaguar et la vendre ce prix-là et en racheter 7 neuves à la place, je serais vraiment ravi. Mais non, mais j'adore ça, ça me fait tellement... Mais on est exactement... Au fond, voyez ce que je veux dire, qu'on se comprenne bien. Zéro beauté dans l'affaire. Pas une idée, parce que c'est quand même d'une connerie atomique, il faut bien dire les choses. Bon. Donc zéro beauté, pas une seule idée, mais ça ne s'était jamais fait avant. Innovation, rupture avec la tradition, et le mec qui a l'audace de faire ce coup de génie, de faire un truc qui n'avait jamais été fait avant, eh bien évidemment, pourquoi c'est un grand capitaine d'industrie qui achète cette chose? Parce que c'est le seul art qui lui donne raison. C'est le seul qui soit schumpeterien. Au fond, quand vous êtes Steve Jobs et que vous fabriquez ces petites choses, qu'est-ce que vous avez en tête? Vous ne savez qu'une chose en toute certitude, et une seule. Est-ce qu'on va lire la presse là-dedans? On n'en sait rien. Des livres, on n'en sait rien. Est-ce qu'on va regarder des films? On n'en sait rien. Dans l'iPad peut-être, l'iPhone pas sûr. Mais Steve Jobs savait une chose à coup sûr, c'est que si l'iPhone qu'il mettait sur le marché n'était pas plus innovant que celui que vous aviez dans votre poche, il était ratatiné, ravalé par le voisin. On est dans Darwin. Bon, on est dans l'innovation destructrice. Et donc, dans l'art contemporain, très très peu de beauté, de moins en moins d'idées. Alors c'est pour ça qu'on vous sort du Heidegger ou je ne sais pas quoi pour essayer de mettre la sauce autour, mais en vérité il y a très très peu d'idées, il y a très très peu de beauté, mais en revanche il y a énormément d'innovation. C'est un art qui est 100% schumpeterien. Il est, pour parler comme le vieux Marx, la superstructure du capitalisme moderne. Et c'est d'ailleurs très intéressant, ça explique qu'en gros, la plupart du temps l'artiste est de gauche, parce qu'il est révolutionnaire, il est dans la rupture. Mais l'acheteur est de droite. Vous ne trouverez pas un mec normal dans le monde ouvrier ou chez les paysans pour acheter une Ferrari cassée de 150 000 $. Vous me l'accorderez. De même qu'on parlait tout à l'heure de Pierre Boulez, vous ne croiserez pas un paysan ni un ouvrier dans un concert de Pierre Boulez. Mais innovation destructrice. Ça vaut, chers amis, pour les mœurs, ça vaut pour l'art et la culture, mais ça vaut aussi pour l'information. La BFMisation de la presse, c'est évidemment un événement majeur. Les chaînes d'infos sont en train de transformer, et pas seulement les chaînes d'infos, le fait que vous ayez en continu l'information brute, ça oblige les quotidiens à changer complètement de braquet et à remplacer de plus en plus ce que faisaient les hebdomadaires, à faire des articles de plus en plus longs, de plus en plus de fond, avoir des sujets traités de plus en profondeur, ce qui d'ailleurs fait un vrai problème pour les hebdos aujourd'hui, parce que l'information brute, vous l'avez en continu toute la journée. Et là aussi, Peggy disait déjà, de manière prophétique, que le journal de la veille, disait-il, est plus vieux que l'Odyssée d'Homère. Eh bien, l'information, un clou chasse l'autre. Qui se souvient aujourd'hui des malheureux otages qu'on a libérés, que ceux qui ont été tués, tout ça? On s'en fout, mais comme de l'an 40. C'est-à-dire chaque jour, ça fonctionne, ça carbure à l'indignation. C'est pour ça que le libelle de Hessel, qui était, à mon avis, la chose la plus bête que j'avais lue depuis le livre de Mao, a eu un succès de plusieurs millions d'exemplaires. C'est parce qu'il insistait à merveille sur le carburant le plus commun qui soit, le carburant de la presse, qui est l'indignation. Chaque matin, vous êtes sommé de vous indigner sur un sujet, si possible, bien moralisateur, mais un clou chasse l'autre. Chaque matin, le malheureux qui fait son journal ou qui s'est surtout vrai à la radio, qui est obligé de remplir de son un espace vide, est obligé de trouver un nouveau sujet d'indignation chaque matin. Là aussi, nous sommes dans une logique schumpeterienne. C'est aussi la logique de la science. D'une certaine manière, elle est devenue technoscience, comme on dit aujourd'hui, parce qu'elle innove et elle rompt sans arrêt. Très peu de doctrines d'ensemble nouvelles, mais énormément d'innovations technologiques. Je ne dis pas du tout que c'est mauvais. Je suis pour l'innovation, à fond pour, qu'il n'y ait pas de malentendu. Je dis simplement que ça déstabilise le monde en permanence et que pour tous ceux qui sont attachés au monde ancien, ce mouvement-là de déracinement permanent, il est perçu comme catastrophique. Au fond, il y a deux France, en vérité, il y en a beaucoup plus. Mais il y a ceux qui surfent sur la vague de l'innovation et qui réussissent.
les bons chefs d'entreprise, par exemple. Et puis, il y a ceux qui passent dessous et qui ont l'impression que dans ce contexte du monde capitaliste, eh bien, ça n'est que flexibilité, qu'insécurité, que déracinement, que mariage gay qui leur paraît atroce, etc. Regardez les réactions des religions par rapport à cette affaire de mariage gay. Bon. Et donc, on voit qu'on a là un frein à l'innovation qui est majeur et qui est beaucoup plus profond que le simple fait que l'État fait peser des taxes, des impôts de manière en effet absurde. Moi, je ne conteste évidemment pas ça, mais c'est beaucoup plus profond parce que, au fond, si l'État fait ça, je vais vous dire quelque chose de terrible à mes yeux, en tout cas, c'est parce que le peuple est encore plus mauvais que lui, si je puis dire. Il faut bien voir qu'en démocratie d'opinion, quelque réforme intelligente que vous fassiez, vous avez 75% du peuple contre vous. Quand on a fait la réforme des retraites avec Fillon en 2003, qui consistait en gros, c'était chez moi qu'elle se faisait, annoncer aux profs qu'ils allaient travailler 3 ans de plus pour gagner la même chose. Bon, ils n'étaient pas contents et c'était vraiment pénible. On avait 65% de grévistes dans l'éducation nationale. Quand on fait ce type de réforme, il faut savoir que 75 ou 80% des Français étaient contre cette réforme des retraites. Si on était dans un peuple éclairé, ça devrait être le chiffre inverse. 80% devraient être pour, et même nous engueuler parce qu'elle était minimaliste, comme celle de 2008. Hein. Et donc, vous voyez bien qu'il y a un problème de fond. C'est que si les politiques sont mauvais, c'est parce que le peuple a peur, et le politique a lui-même peur de la rue, quoi qu'on en dise. Quand Raffarin disait « c'est pas la rue qui gouverne », je rigolais doucement. Évidemment que c'est elle qui gouverne. Je termine avec une dernière idée, tout aussi désastreuse, mais encore une fois, c'est pour nommer l'adversaire, c'est pas pour m'y enfermer, hein, qu'on se comprenne bien. Et je me dis qu'en termes de communication aussi, c'est très important pour les entreprises. Il faut réfléchir à la communication aussi dans ce contexte-là. Comment lutter contre la peur ? Et notamment la peur de l'innovation. Je vais très vite, mais dans le contexte de la mondialisation d'aujourd'hui. La mondialisation, ce n'est pas simplement l'entrée des BRICS, ce n'est pas simplement la dérégulation des États. La mondialisation, c'est 1 milliard de fois plus profond que cela. Je ne vais pas le développer là parce que ce serait trop long. Pourquoi 80% des Français détestent la mondialisation ? Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi ? Là aussi, frein à l'innovation. Eh bien, 80% des Français détestent l'innovation parce qu'ils y voient 2 effets terrifiants. Premier effet, dans le contexte de la mondialisation, les leviers des politiques nationales ne lèvent plus rien du tout, ou quasiment plus rien. Et donc, dans ce contexte-là, ce à quoi on assiste, c'est évidemment, dans tous les vieux pays européens, à une formidable montée de l'impuissance publique. Nos politiques peuvent faire des bêtises, ils peuvent mettre des freins à la reprise ou à l'innovation, ils ne peuvent évidemment pas faire en sorte que la croissance revienne. Ça ne dépend pas de Bercy. Il faut être cinglé pour imaginer que les leviers des politiques nationales lèvent la croissance mondiale aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Et le deuxième point, c'est que, évidemment, dans ce contexte-là, où les moteurs de l'histoire sont en nombre infini, nous avons totalement perdu le sens de l'histoire. Aucun d'entre nous ne sait ni où nous allons, ni pourquoi nous y allons, ni quel monde nous construisons. Ni Obama, ni Hollande, ni Merkel, ni vous, ni moi. Jamais le monde n'a été aussi opaque aujourd'hui, privé de sens qu'aujourd'hui. Il n'y a que 2 questions politiques qui vaillent. C'est comment reprendre la main sur un cours du monde qui nous échappe et pourquoi faire ? Question du pouvoir, question du sens aujourd'hui. Eh bien, dans ce contexte-là, l'innovation est devenue vitale, comme je le disais tout à l'heure à propos de ce petit iPhone, mais c'est une évidence. Schumpeter a raison. Et en même temps, les freins se multiplient en permanence, bien au-delà, encore une fois, des bêtises que peut faire l'État en matière de fiscalité. Et donc, si on veut lutter contre la peur de l'innovation, je crois que juste 2 idées en conclusion, et cette fois-ci, je m'arrête vraiment là. Je pense qu'il faut faire changer la peur de camp. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure à la tribune. Il faut que nos concitoyens aient peur que nous n'innovions pas, plutôt que peur de l'innovation. Et là, ça demande des stratégies de communication vraiment très intelligentes. J'étais l'autre jour avec le groupe Bayer, qui est tout le temps dans les ennuis, avec la pilule 3e génération, avec le bisphénol des biberons, avec toute une série de médicaments à chaque fois. Et chaque fois qu'ils communiquent, je leur dis toujours, ils communiquent comme des bisounours. Ils vous font des petits sujets absolument ravissants. Il n'y a que de la verdure, des petits enfants, bébés d'hommes, tout ça est absolument adorable, etc. Alors que les mecs les soupçonnent de gagner du pognon sur leur dos de manière abominable et de polluer la planète, ce qui est totalement faux en plus, parce qu'ils sauvent des vies en permanence avec des innovations magnifiques. Mais il faut évidemment pas communiquer comme ça. Il faut faire changer la peur de camp. Il faut utiliser les armes de l'adversaire et il faut encore une fois faire en sorte que nos concitoyens aient peur de ne pas prendre de risques.
plutôt que l'inverse. Et c'est pas commode à faire. Ça suppose une véritable stratégie. Il faut encore une fois faire changer la peur de camp. Et puis, bon, il faut aussi, cette deuxième et dernière idée, il faudrait évidemment que nos politiques soient capables non seulement d'arrêter de faire des bêtises en matière de fiscalité, mais qu'ils soient capables aussi de redonner du sens et de montrer qu'ils peuvent reprendre la main sur le cours du monde qui nous échappe aujourd'hui. Et je ne vais pas développer ça, mais le seul lieu, le seul niveau à partir duquel on peut reprendre la main sur le cours du monde, pour nous, Français, c'est évidemment l'Europe. Pas moyen de faire autrement. Et moi, je défends depuis des années la thèse que je suis fédéraliste parce que je suis souverainiste. C'est pour redonner du pouvoir à la France qu'il faut passer par le détour de l'Europe. Sinon, on n'y arrivera pas, évidemment. Et c'est de ce côté-là, je termine avec ça, qu'on peut aussi retrouver du sens parce que l'Europe, ce n'est pas simplement la question des eurobonds, de la mutualisation de la dette ou de la crise de l'euro ou de la BCE prêteuse en dernière instance. Ce n'est pas ça, l'Europe. L'Europe, c'est le seul continent, chers amis, de l'autonomie. C'est le seul continent dans lequel les êtres humains sont traités comme des adultes et pas comme des enfants. C'est ça l'Europe. Et donc c'est ça qu'il faut vendre pour redonner du sens à la vie politique. C'est cette Europe. Si on avait dit à Victor Hugo, quand il écrivait Les Misérables en 1862, qu'un enfant qui naît à Paris ou à Madrid ou à Berlin, il a une espérance de vie de 80 ans aujourd'hui, d'à peine 30 ans de son temps, au début de sa vie, même pas 25 ans. Si on lui avait dit qu'il a la santé gratuite, l'éducation gratuite, qu'il peut voyager dans le monde entier pour 3 francs 6 sous, qu'il peut insulter le président de la République quotidiennement dans les établissements scolaires avec la bénédiction des professeurs sans être envoyé à Guernesey ou à la Bastille, Victor Hugo serait tombé de sa chaise. Les utopistes les plus délirants du 19e siècle, Bazard, Enfantin, Gaudin, Fourier et les autres, Saint-Simon n'imaginaient pas, même en rêve, le centième de ce qu'a un enfant qui naît dans la vieille Europe aujourd'hui. C'est ça, la vieille Europe. Et donc, il faut le dire, il faut défendre cette idée et, encore une fois, reprendre la main sur le cours du monde, donner du sens à cette reprise en main. C'est le préalable à lever les freins qui pèsent aujourd'hui sur l'innovation et qui expliquent la désindustrialisation de la France. Merci de votre attention. Eh oui. Merci beaucoup. Merci. Merci, cher Luc. Évidemment, j'avais prévu un petit entretien pour relancer Luc, mais comme on a déjà purgé les questions de Suétone, d'Heidegger, de Chopin, de Boulez, de Bertrand Lavier, de Steve Jobs, de Mao et de Schumpeter, je ne vois pas très bien comment on pourrait faire plus et mieux. Alors, on s'est légèrement éloigné, mais c'était bien, c'était ce qu'on voulait évidemment du sujet de base de nos débats avec Luc en fin de propos, puisque c'est toujours bien d'élargir. On sent que cet homme a fait plus d'une disserte et plus d'une disserte réussie. N'oubliez pas tout de même que l'Observatoire des usines du futur a une activité permanente. Il n'y a pas seulement la conférence des citoyens il y a un an, il n'y a pas seulement cette conférence d'aujourd'hui, ce débat d'aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur le site web, contribuer, proposer des choses et il y aura d'autres rendez-vous pendant toute l'année puisque cet observatoire est maintenant une structure permanente.